À notre panel ce soir, on a invité Ferry de Kerkhoff, ancien ambassadeur et professeur aujourd'hui à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa, et Raphaël Jacob, qu'on invite à chaque fois qu'on a un panel américain, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis, cher Raoul Dandurand. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Encore aujourd'hui, des images épouvantables. C'est Israël, cette fois-ci, qui a bombardé une ambulance. Israël dit, mais il y avait des gens du Hamas, il y avait des combattants. Ça servait à transporter des armes, cette ambulance. C'est pas du tout le son de cloche qu'on a du côté on pourrait dire du Hamas, finalement, parce que c'est eux, finalement, qui parlent en disant non, 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 c'était un hôpital, il était évacué. On essaie de transporter des blessés pour les sortir de la bande de Gaza, les amener à la porte de Rafah qui conduit vers l'Égypte. Et ça a fait des morts à nouveau. Les images sont épouvantables. Ferry, j'ai envie de commencer avec vous. Là. Ce qui se passe devant nos yeux, il y a de plus en plus de gens qui le dénoncent, qui lèvent la voix, qui disent, là, il faut que ça arrête. Ça prend une véritable pause ici parce qu'il faut protéger les civils. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Mais je commençais par dire que, à l'entour de tout ça, il ne faut jamais oublier la dimension politique. Quand un Blinken vient voir Netanyahou, c'est parce que à Washington, ça va plutôt mal pour Biden, qui perd énormément même sa réputation tout simplement. Alors du côté de Netanyahou, ça devient de la folie furieuse. On tire sur tout, on tire même sur l'Institut français de Gaza. C'est vraiment terrible. Si vous voulez, la politique l'entraîne parce que pour Netanyahou, il essaie de sauver sa peau, bien plus que les pauvres civils qui sont massacrés. Alors c'est vraiment une dimension totalement différente sur laquelle je crois qu'il faut malheureusement penser parce que c'est la population qui en souffre le plus. La pause humanitaire, elle n'aura pas lieu parce que Netanyahou dit « je veux que tous les otages soient libérés ». Alors on est dans cet enchaînement qui permet à Netanyahou de bombarder continuellement parce que, évidemment, les otages ne sortent pas parce qu'il y a une négociation qui n'a pas lieu. Le Qatar n'arrivera jamais à faire ce qu'on avait fait pour Shalit il y a 10 ans. Alors, c'est vraiment ça la différence, la dimension politique qui commence à l'emporter sur le véritable humanitaire qui est fondamental. Et on a beau demander une pause, elle n'arrivera pas. Et je ne sais absolument pas quand il y aura la possibilité de venir en aide à ces pauvres gens qui sont massacrés tous les jours. Monsieur Blinken, on va faire jouer un extrait, justement, parce qu'il en parle de la pause. Il s'est rendu en Israël en disant, là, il faut... Il ne parle pas de cessez-le-feu, les mots sont toujours importants ici, mais il appuie sur l'idée de la pause. On va l'écouter. We need to do more to protect Palestinian civilians. We've been clear that as Israel conducts its campaign to defeat Hamas, how it does so matters. It matters because it's the right and lawful thing to do. It matters because failure to do so plays into the hands of Hamas and other terror groups. There will be no partners for peace if they're consumed by humanitarian catastrophe and alienated by any perceived indifference to their plight. Bon, Raphaël, alors clairement, il demande une pause, mais en même temps, la Chambre des représentants, elle vote un budget, 14 milliards, pour soutenir Israël. On présume que c'est pour de l'armement. Alors, c'est quand même étrange de dire je demande une pause, mais je n'utilise pas le levier que j'ai, parce que je leur fournis quand même beaucoup d'argent. On aurait pu mettre ça de façon conditionnelle, non? Effectivement. Soit dit en passant, avant d'aller plus loin, on pourra se parler dans un instant, Julie, de la question de la Chambre des représentants. Il faut spécifier que le Sénat n'a pas approuvé le projet de loi en question et presque assurément ne l'approuvera pas. Donc, le 14 milliards, ce n'est pas demain qu'on va le voir concrètement. Ça, c'est une chose. Avant d'aller plus loin, une fois que ça s'est dit, je tiens vraiment à revenir sur le point que l'ambassadeur de Kharkov a mentionné par rapport à la dimension politique aux États-Unis. M. Biden reçoit non seulement de la pression, mais de la pression qui est grandissante de la part de son parti, de son propre parti à Washington. On sait depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, il est critiqué quotidiennement par les républicains. Or, dans le dossier israélien, qui prend énormément de place dans l'espace public et médiatique aux États-Unis, c'est de son propre parti que s'attire, si vous me permettez l'expression assez malhabile, là, de plus en plus intensément. Écoutez, ça a commencé avec une quinzaine de voix parmi celles qui sont les plus à gauche à la Chambre des représentants. Après coup, dans les jours qui ont suivi, là, on est passé aux sénateurs, aux membres du Sénat américain qui sont considérés typiquement comme étant les plus à gauche. Pensez à Bernie Sanders, pensez à Mme Warren du Massachusetts. Et là, dans les 24 dernières heures, Julie, c'est quand même majeur ce qui s'est passé. Parce qu'on a eu une quinzaine, on a eu, pour être plus précis, 14 sénateurs démocrates qui ont émis une sorte de déclaration conjointe qui appelait justement à une pause, en fait, plus qu'à une simple pause humanitaire, à une cessation des hostilités
à court terme. Et on appelait ouvertement M. Biden à demander ça de M. Netanyahou. Écoutez, 14 sénateurs démocrates, c'est plus du quart du caucus. Et dans ces 14-là, ce ne sont pas simplement des Bernie Sanders de ce monde, là. Vous avez la majorité des démocrates qui siègent en fait au comité sénatorial des relations étrangères. Donc, ça commence à être de plus en plus bruyant. Ça, c'est pour ce qui se passe à Washington. Mais quel impact ça va avoir, ces sorties-là? Bien, écoutez, ça commence à en avoir un, ne serait-ce que dans la rhétorique qui change, de façon subtile, mais qui change néanmoins de la part de M. Biden et de la part de M. Blinken. Et au petit point rapidement, parce qu'il mérite d'être mentionné, c'est pas simplement une question de ce qui se passe à Washington. Regardez ce qui se passe dans les rues, et en fait, plutôt ce qui va se passer dans les rues, normalement d'ici les 24 prochaines heures. Aux quatre coins des États-Unis, on s'attend à voir des manifestations pro-palestiniennes importantes. Ça détonne vraiment ce à quoi on était habitué au niveau du paysage politique américain. Et M. Biden n'a pas le choix d'en tenir compte, ne serait-ce que d'un point de politique interne à 1 an de sa possible réélection. Bon, mais alors, là, je vais vous poser la question, Ferry. Quand bien même que le discours des États-Unis se durcirait, et là, on voit aussi toute la communauté internationale. Il y a plein d'autres pays qui demandent une pause. Les États-Unis ne sont pas seuls. Mais ça n'a pas l'air d'avoir aucune espèce d'effet sur Israël. Qu'est-ce qui peut finir par convaincre Israël de faire cette pause et d'épargner la population? Bien, on parle de population civile, vous avez vu les images, c'est des enfants aussi, d'épargner cette population. C'est absolument épouvantable. Et le problème, c'est que Netanyahou n'a absolument aucun respect pour la vie humaine autre que celle des Israéliens. Il faut le dire, il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Et donc, il n'y aura pas de pause humanitaire tant qu'il aura peut-être obtenu via le Qatar un certain relâchement d'otages. Mais là, quand vous êtes le Hamas, vous dites, bon, moi je libère les otages et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On finit par me massacrer complètement. Alors, je crois que je suis désespéré, je suis désolé de le dire, je suis certain qu'il y a des gens qui vont trouver un extrémiste, mais Netanyahou est un bandit. C'est quelqu'un qui a déjà concocté avec le Hamas toujours cette espèce de désaccord entre le Hamas et la Cisjordanie du côté pas d'Arafat, mais de son successeur. Mais le point fondamental, c'est qu'il y a toujours, c'est assuré qu'il y avait ces divisions entre le Hamas et le Fatah, de façon à ce qu'il puisse continuer, lui, à augmenter la colonisation en Cisjordanie. Alors, tout ça est un complot qui est mené par Netanyahou, qui a été 12 ans Premier ministre d'Israël. Il a donc dominé la scène politique et d'une façon absolument outrancière. Et les Américains, finalement, n'ont jamais réussi à établir la pression qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent. Quand vous entendez Biden parler du retour à éventuels 2 États vivants côte à côte, quand vous voyez l'esprit de vengeance qui anime Netanyahou, vous vous demandez comment est-ce que la foule arabe, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, va réagir. Je suis très content que Nasrallah n'ait pas déclaré une véritable guerre du Hezbollah contre Israël. Oui, là, vous parlez du chef du Hezbollah ici, oui. Oui, son discours a été extrêmement pondéré, pour autant qu'on dise que Nasrallah puisse être pondéré. Mais là encore, il y a quand même menace en la demeure. Et dans un certain sens, je finis par croire que Netanyahou voudrait peut-être même en défaire une fois pour toutes avec le Liban. Enfin, il y a quelque chose de pernicieux dans ça que je dénonce vraiment fortement. Oui. Si on revient sur les civils, parce qu'on comprend, il y a toutes sortes de jeux de politique là-dedans, de jeux de pression, on le comprend. Mais il reste qu'en ce moment, il y a des experts de l'ONU qui disent qu'il y a un grave risque de génocide. On va voir une citation ici qu'on va mettre rapidement à l'écran. Il y a des gens qui s'inquiètent, qui se disent ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un contexte de guerre. Là. Voyez-vous, ça dit « Nous restons convaincus que le peuple palestinien court un grave risque de génocide. Il est temps d'agir. Les alliés d'Israël portent également une responsabilité. Ils doivent agir maintenant pour empêcher son action désastreuse. » Raphaël, est-ce que dans quelques années, on risque de se dire et qu'on aurait dû, vous comprenez, de vivre avec une sorte de honte collective en disant on avait ça sous les yeux, ces images-là, puis on n'a pas bougé? De façon très prudente, Julie, simplement répondre « souhaitons que la réponse soit non ». Une fois que ça s'est dit, vous mentionnez des experts de l'ONU, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue de façon beaucoup plus large qu'on a d'autres organisations, pas simplement des membres de ces organisations-là, mais les organisations dans leur ensemble, comme Amnesty International, qui ont déjà, dans les derniers mois, les dernières années, qualifié le traitement des Palestiniens par Israël de régime d'apartheid. Donc, lorsqu'on regarde à plus long terme et on reprend la question que vous avez posée au début, Julie, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être fait pour obtenir un cessez-le-feu? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent dire? Qu'est-ce que les grandes puissances peuvent dire? Écoutez, à plus long terme, on s'entend que ça fait à peu près 20 ans, sinon plus, notamment qu'à Washington, on voit la solution potentielle de 2 États comme la solution à long terme. Pouvez-vous me trouver une personne saine d'esprit aujourd'hui qui croit
que dans le court, pour ne pas dire le moyen terme, il y a qui que ce soit à Washington qui va être en mesure de convaincre le gouvernement israélien actuel de même considérer une solution à deux États? La réponse me semble assez clairement non. Donc, c'est pas que simplement dans le court terme, on a de la misère à mettre le couvercle sur ce conflit-là. C'est que c'est très difficile, certainement depuis le dernier mois, d'entrevoir une fin de situation tragique telle que celle qu'on voit depuis les dernières semaines. Donc, un mot de la fin ici, vraiment en quelques secondes, Ferry. Avez-vous l'impression, finalement, on est tous pris dans un engrenage, dans une spirale, et on est incapable de l'arrêter? Je dirais, moi, qu'effectivement, la solution à deux États est la seule possible, mais dans la façon dont c'est géré par Netanyahou, elle n'arrivera jamais et on arrivera un jour à une déflagration encore beaucoup plus grave. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde au Moyen-Orient qui n'est pas fait de démocratie et qui est très explosif. Et la situation humaine pour les régimes arabes, de voir la façon dont les Palestiniens se font démolir littéralement dans un contexte de génocide, à un moment donné, la foule va réagir. Je me souviens toujours qu'en Égypte, quand on parlait de ce qui se passait avec la foule, il fallait en tenir compte parce que sinon, les régimes eux-mêmes sont menacés. Ça conclut. Merci. Merci pour cette discussion avec nous, pour nous aider de mieux comprendre, même si la situation est extrêmement difficile. Merci, Ferry, et merci, Raphaël. Merci. Merci.